Dans cette vidéo, on va prolonger notre étude de certains types d'élasticité. Et dans cette vidéo, on va voir en particulier l'élasticité prix de la demande. Alors, si cette vidéo fait suite à la vidéo sur l'élasticité revenu de la demande, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'élasticité revenu, je vous conseille de la regarder avant de commencer celle-ci, parce que on va devoir faire appel à ce qu'on a vu aussi sur l'effet de revenu. Alors, je vous ai mis. Alors, c'est pas facile de trouver sur internet des exemples concrets d'élasticité prix de la demande. J'ai trouvé ça dans un manuel, celui de Robert Frank, que j'aime beaucoup. Alors voilà, vous avez donc différentes valeurs de l'élasticité prix de la demande en fonction de certains types de biens. Donc, petit poids, moins 2,8. Prenons les petits poids. Et donc, le petit poids, c'est moins 2,8. Et donc, la phrase magique, on pourrait dire. La phrase, c'est donc quand le prix des petits pois augmente de 1%, les quantités demandées de petits pois, toujours le même, hein, de petits pois, diminuent, parce qu'il y a un moins, de 2,8, donc on met la valeur, %. Voilà ce que veut dire l'élasticité prix de la demande. Alors de quoi dépend ce chiffre-là, ce 2,8 de l'élasticité prix de la demande? De quoi dépend la demande d'un bien? Quand le prix du bien augmente, les quantités demandées diminuent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux effets. Et je vous encourage à voir la vidéo que je vais mettre en ligne, ou que j'ai déjà mise en ligne, sur les effets de substitution et les effets de revenu. Alors, il y a un effet de substitution et il y a un effet de revenu. Et ces deux effets jouent pour expliquer pourquoi, quand le prix d'un bien augmente, en général, les quantités demandées de ce bien diminuent. Et c'est ce qui nous explique qu'une fonction de demande, P, là on va voir les quantités, une fonction de demande, elle est bien décroissante du prix. Quand le prix augmente, les quantités demandées diminuent. Alors, il faut simplement revenir un peu à l'exploration des effets de substitution et des effets de revenu. Quand le prix d'un bien augmente, l'individu se dit que il pourrait substituer un autre bien dont le prix n'a pas augmenté à ce bien-là. C'est-à-dire, finalement, quand le prix des petits pois augmente, le prix des petits pois par rapport à d'autres aliments qui sont substituables aux petits pois, par exemple, je sais pas moi, le riz ou les haricots verts. Quand le prix des petits pois augmente, ça rend les petits pois plus chers que les haricots verts. Donc si l'individu aime aussi les haricots verts, il va avoir tendance à substituer des haricots verts aux petits pois. Donc quand le prix des petits pois augmente, les quantités consommées, les quantités demandées de petits pois diminuent à cause de la substitution. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est l'effet de revenu, c'est-à-dire c'est une sorte d'effet de richesse, c'est-à-dire quand le prix des petits pois augmente, toutes choses égales par ailleurs, l'individu est moins riche, parce qu'avec son même revenu, il peut acheter moins de petits pois. Donc c'est comme s'il était moins riche. Et donc étant moins riche, il peut acheter moins de petits pois, et donc a priori, il va acheter moins de petits pois. Donc quand le prix des petits pois augmente de 1%, les quantités demandées de petits pois diminuent. Bon, maintenant, il faut s'intéresser à l'ampleur. Pourquoi c'est moins de 8? Pourquoi c'est pas moins 20 000? Et pourquoi sur certains biens, si vous prenez par exemple le théâtre, si vous prenez le théâtre, pourquoi c'est moins 2? Donc vous voyez que la valeur absolue là est beaucoup plus petite, c'est beaucoup moins sensible le théâtre que les petits pois. Donc de quoi va dépendre l'effet de substitution? Eh bien tout simplement, ça va dépendre de la présence de biens substituables. Et donc plus vous avez de biens substituables, plus l'effet de substitution va être forte. C'est-à-dire, si l'individu considère que les petits pois et les haricots verts sont parfaitement substituables, c'est-à-dire c'est à peu près, pour lui c'est à peu près la même chose, il est indifférent ou presque indifférent par rapport aux deux, dans ce cas-là, eh bien, si le prix des petits pois augmente, il va se reporter sans aucun problème vers les haricots verts. Et donc il va y avoir une forte élasticité en valeur absolue, c'est-à-dire l'élasticité ce sera moins quelque chose de très très fort, parce que l'individu finalement va réduire fortement sa consommation de petits pois pour se reporter vers la consommation d'haricots verts. Et donc plus vous avez de biens substituables, plus la valeur absolue de l'élasticité prix sera grande. Plus ça sera grand. Alors dans quel cas vous avez des biens substituables? Eh bien vous avez aussi des biens substituables quand le marché est très concurrentiel.
Si le marché est très concurrentiel, je vous rappelle que les conditions de la concurrence pure et parfaite supposent que tous les biens sont en fait homogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le bien qui est produit par l'entreprise 1 et le bien qui est produit par l'entreprise 2. Donc l'individu ne fait pas de différence entre les biens produits par ces deux entreprises. C'est le même bien. Par exemple, c'est, je sais pas, une boîte de maïs. Donc une boîte de maïs, que ce soit le supermarché ou que ce soit d'autres producteurs, l'individu sera indifférent à cela et donc il consommera indifféremment. Donc si vous avez le prix du maïs du supermarché qui augmente, l'individu se reportera immédiatement et intégralement vers d'autres maïs produits par d'autres individus dont le prix n'a pas augmenté. Et donc effectivement, plus un marché est concurrentiel, plus la demande qui s'adresse à une entreprise en particulier sera élastique. D'accord? Ce qui veut dire, dans un marché concurrentiel, l'élasticité prix de la demande, la valeur absolue, sera supérieure à 1. Et plus c'est concurrentiel, plus ce sera grand. Donc supérieur à 1, et ça peut même aller jusqu'à l'infini. Quand un marché est très très concurrentiel, ça vous l'avez, on le verra, on le reverra quand on fera le producteur. Vous avez donc le coût marginal du producteur et la demande donc un producteur et un seul producteur. Le coût marginal, il a cette forme-là en général, et donc la demande, ça c'est prix et ça c'est quantité. La demande qui s'adresse à un producteur, elle est complètement horizontale. Et elle est complètement horizontale parce qu'elle est parfaitement élastique. Si ça c'est un producteur de maïs, les individus qui arrivent sur le marché du maïs, eh bien, iront chez lui si ce producteur-là fait le prix de marché, met le prix au même prix du marché, mais s'il fait un prix un peu plus élevé, vous voyez, c'est parfaitement élastique. C'est-à-dire que personne n'ira chez lui si le prix de ce producteur est un peu plus élevé parce que eh bien, son produit n'est pas fondamentalement différent des autres. Donc le lien entre la présence de biens substituables et l'élasticité, il est aussi fait quand on parle de la définition du marché. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère de manière très générale un marché, par exemple le marché des légumes, dans ce cas-là, l'élasticité devrait être plus faible que si on considère un marché plus particulier, par exemple le marché des petits pois. Encore plus particulier, le marché d'un producteur de petits pois où l'élasticité sera très élevée, elle sera infinie. Plus vous considérez de manière générale un marché, et moins vous allez trouver de produits substituables. Donc c'est encore lié à la présence de biens substituables. Si on regarde ici les petits pois, donc c'est un marché spécifique, le marché des petits pois. C'est moins de 8, donc la demande est assez élastique. Si on prend un autre marché ici, si vous prenez par exemple les cigarettes, si le prix des cigarettes augmente, on va substituer avec quoi? C'est très compliqué, il n'y a pas grand chose auquel on pourrait substituer, a priori, surtout si l'individu est plutôt addict à la cigarette. Imaginez par contre que si on avait défini le marché un peu plus précisément et qu'on avait considéré l'élasticité de la demande par rapport au prix de Marlboro. Alors, je fais pas de la pub, hein. Marlboro, c'est mauvais pour la santé, etc., etc. Si on avait considéré l'élasticité de la demande au prix d'un manufacturier particulier, je sais pas, moi Chesterfield, etc., vous auriez trouvé une élasticité plus importante, beaucoup plus importante en valeur absolue que moins 0,3. On aurait trouvé peut-être moins 0,5, moins 1, moins 2 peut-être. Parce que il est plus facile, quand le prix des Marlboro augmente, de substituer autre chose à ces Marlboro que quand le prix de toutes les cigarettes, donc marché défini plus généralement, augmente, il est plus difficile de substituer quelque chose aux cigarettes. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je fais? La présence de biens substituables, c'est un élément important pour caractériser la valeur, l'importance de l'élasticité prix de la demande. Donc, plus vous avez de biens substituables, plus c'est concurrentiel, et plus l'élasticité prix de la demande tend vers l'infini. Mais il n'y a pas que ça dans les déterminants, il y a un autre déterminant important. Et ce déterminant important, il a trait à l'effet de revenu. Quand le prix d'un bien augmente, l'individu est moins riche. Et comme il est moins riche, par définition, il peut acheter moins de biens. Et donc pour connaître l'impact de l'effet de revenu sur l'élasticité, pour voir le lien entre ça, il faut revenir sur ce qu'on a dit sur l'élasticité revenu de la demande. Quand le prix d'un bien augmente, l'individu est moins riche.
Et donc, s'il est moins riche, c'est comme si son revenu avait baissé. Et donc, il faut considérer dans notre réflexion ce qui se passe quand on fait comme si le revenu avait baissé. Et on a vu qu'il y avait trois types de biens. Des biens inférieurs, des biens supérieurs et des biens normaux. Et ces trois types de biens qui étaient caractérisés par l'élasticité revenu de la demande, eh bien, ils rentrent en ligne de compte dans notre réflexion sur la hausse des prix. Donc, dans le cas par exemple du bien inférieur, si je suis moins riche, j'en consomme plus. Donc là, vous voyez que ça va à l'encontre. Donc si je suis moins riche, j'en consomme plus. Donc si le prix du bien augmente, je suis moins riche. Et donc il va y avoir l'effet de revenu qui va nous dire, l'effet de revenu nous dit que les quantités demandées vont augmenter. L'effet de substitution, quand le prix augmente, les quantités diminuent. D'accord? Ça, on a vu ça tout à l'heure. Donc vous voyez que là, on a une opposition. Là, les quantités augmentent. Là, les quantités diminuent. Donc les deux effets jouent en sens inverse. Ça veut dire donc que pour des biens inférieurs, la valeur absolue de l'élasticité prix de la demande, elle risque d'être faible. Et l'élasticité de la demande au prix hors valeur absolue risque d'être positif, c'est-à-dire vous risquez d'avoir une fonction de demande croissante du prix si l'effet de revenu est tellement fort qu'il dépasse l'effet de substitution. Et c'est en cas de biens Giffen. Alors les biens Giffen, qu'est-ce que c'est? La petite histoire, c'était que vous aviez donc des pommes de terre, des individus qui consommaient beaucoup de pommes de terre et parce qu'ils étaient très pauvres et donc leur budget était quasiment intégralement dédié à la consommation de pommes de terre. Un jour, le prix des pommes de terre a augmenté. Et donc ils n'avaient plus vraiment beaucoup de ressources pour consommer autre chose. Et donc ils ont augmenté leur consommation de pommes de terre. Et ça, c'est vraiment lié à cette idée de bien inférieur. Et quand le prix des pommes de terre a augmenté, vous avez eu un effet revenu qui a dépassé l'effet de substitution. Donc l'effet de revenu a dépassé l'effet de substitution. Et donc au total, les quantités demandées ont augmenté quand le prix a augmenté, ce qui est très particulier. Et donc l'élasticité prix de la demande, là, elle serait positive. Donc voilà un exemple de cas où l'effet de substitution et l'effet de revenu vont dans le sens contraire. Et donc on peut en tirer certaines conclusions sur les déterminants de l'élasticité prix. Les déterminants de l'élasticité prix seraient donc, il y a la présence de biens substituables bien sûr, mais si on fait notre réflexion sur l'effet de revenu, un des déterminants c'est la part du bien dans le budget. C'est la part, un des déterminants, je vais le faire en bleu, c'est la part que le bien représente dans le budget. A priori, si votre bien, par exemple la nourriture, représente une part très forte de vos dépenses, la part de la dépense en bien, part de la dépense en ce bien dans le budget. Donc si la dépense en ce bien, elle est très importante dans votre budget total, a priori c'est un bien inférieur parce que vous n'avez pas beaucoup de revenus pour faire le reste. Et donc a priori, on peut s'attendre à ce que l'effet revenu soit assez fort, peut-être compense l'effet de substitution et une élasticité assez faible. Vous avez le même problème avec les biens normaux. Les biens normaux, donc l'élasticité revenu de la demande, elle est comprise entre 0 et 1. Donc l'effet de revenu va jouer dans le même sens que l'effet de substitution, mais il va être très très faible, donc l'élasticité de la demande au prix sera assez faible. Donc pour récapituler, quelles peuvent être les différentes valeurs? Donc l'élasticité prix de la demande en valeur absolue, elle peut être égale à 0. Dans ce cas-là, on a une demande inélastique. L'élasticité prix de la demande en valeur absolue peut être supérieure à 1. Et si elle est supérieure à 1, la demande est dite élastique. Je vous rappelle que l'élasticité, en règle générale, elle est négative. Donc ça veut dire que l'élasticité prix de la demande, elle est égale à moins un nombre. Et le nombre, ce nombre-là, il est compris entre 1 et l'infini. Donc là, on a une demande relativement assez élastique. Et là, parfaitement élastique. Si, au contraire, on peut avoir l'élasticité prix de la demande qui est
positive. Si elle est positive, alors là, on n'est plus en valeur absolue, on est au total. Ça veut dire que les quantités demandées augmentent quand le prix augmente. Ça, c'est très particulier. C'est ce qu'on appelle un bien Giffen.